Bonjour, aujourd'hui on doit commencer le cours des bases physiques d'ultrasonographie, partie 1. Ce cours doit traiter 3 parties. La première, notion de physique acoustique. Deuxièmement, les interactions des ultrasons avec la matière. Et la dernière, l'effet biologique des ultrasons. Donc un petit résumé sur le sommaire de cette partie. Donc on doit traiter des généralités, notion de physique acoustique, les ondes sonores, type d'onde et son mode de propagation, équation de propagation des ondes acoustiques, caractéristiques des ondes acoustiques, production des ultrasons, les impulsions ultrasonores, la résolution axiale latérale, la géométrie des faisceaux ultrasonores, la focalisation d'un faisceau ultrasonore et, deuxième partie, les interactions rayonnement-matière et enfin l'effet des ultrasons. Donc, de ce diapo, je vous présente un aperçu général sur un exemple d'appareillage d'ultrasonographie. Donc, qu'est-ce qu'on voit? À gauche, on voit ici l'appareil d'un échographe. Cet appareil-là, il est constitué d'un clavier et d'un écran de visualisation et des sondes qui jouent le rôle d'émetteur, récepteur des ondes ultrasonores et une autre partie qui est inférieure, qui est une partie électronique qui permet de traiter l'image et de la gestion de l'échographe. Prenons maintenant la sonde qui joue le rôle d'émetteur et de récepteur. Il a cette forme-là, mais il y a d'autres formes. Ça dépend du type de sonde et ça dépend de la région qu'on doit étudier. Donc cette sonde-là, elle joue le rôle d'émission et de la réception. Donc l'émission des ondes sonores et la réception des ondes sonores après leur interaction avec le patient. Exemple, ici dans cette image-là, on a la sonde sur la peau des patients. Donc la sonde est mise sur la peau à l'aide d'un gel. Il y a émission des ondes ultrasonores. Les ondes ultrasonores interagissent avec un objet, ou bien ce qu'on appelle une écostructure. Après la réflexion, l'onde reçoit ces ondes-là réfléchies, puis il le transmet en signal électrique pour le traiter au niveau de la partie électronique de l'échographe et l'affichage sur l'écran de visualisation. Prenons l'exemple pratique. Voilà, dans cette image-là à droite, on a un radiologue, ou bien un médecin en général. Voilà une patiente qui est malade, donc il a un problème, donc on doit faire par exemple une échographie abdominale. On met la sonde sur l'abdomen des patients, au-dessus de la peau. Donc cette sonde-là, elle joue le rôle d'émission et de réception des ondes ultrasonores. Après, on a quoi? On a le résultat, il est affiché sur un écran. Donc on passe. Donc on doit donner ici des généralités sur les techniques d'ultrasonographie. Les techniques d'ultrasonographie de diagnostic médical se distinguent des autres techniques d'imagerie médicale par leur caractère non vénénérant. Donc si on compare les techniques d'ultrason avec les autres techniques que vous savez en radiologie, exemple l'IRM, ou bien le scanner, ou bien n'importe quelle autre modalité, la radiologie standard et ainsi de suite. Donc la différence, c'est que le caractère non vénénérant des techniques ultrasonores. Ça veut dire il n'y a pas de risque. Ça veut dire donc pas de rayonnement ionisant. Comme vous savez, les rayonnements ionisants donnent des problèmes
problèmes, comme vous savez déjà, en cours de radioprotection, ce sont des problèmes à caractère déterministe ou bien stochastique. En échographie ou bien en ultrasonographie en général, il n'y a pas d'injection de produits de contraste, surtout dans les conditions usuelles, surtout le produit de contraste qui donne des dangers. Exemple, le produit de contraste iodé qu'on utilise, comme vous savez, il donne des dangers aux patients. Par contre, exemple à l'échographie, on peut utiliser les produits de contraste, mais ils n'ont pas un risque plus important que celui qu'on utilise dans les autres modalités d'imagerie. Donc, leur caractère qu'on a dit novel inhérent, ça veut dire sans problème, mais à condition que les conditions d'intensité acoustique et les délais d'exposition soient respectés. Donc, c'est ça la condition. Donc, les ultrasons, on peut l'utiliser sans problème, mais à condition de respecter l'intensité acoustique et la durée d'exposition. Les techniques d'ultrasonographie peuvent être utilisées de façon itérative sans risque pour le patient. Ça veut dire on peut faire l'examen plusieurs fois pour le même patient sans problème. Ce qui est le cas contraire de les autres modalités d'imagerie qui utilisent par exemple les rayons X. Les normes d'utilisation sont cependant restrictives sur certains sujets et dans certaines conditions. Par exemple, l'examen pelvien chez la femme enceinte et l'examen de l'œil. Donc, on doit faire attention pour ces examens-là. Même si qu'on a dit le caractère novel inhérent des ultrasons de manière générale, mais il faut faire attention pour ces examens-là. Donc, on doit faire le nécessaire pour ces examens, pour ne pas porter atteinte, surtout au fœtus et à l'œil, qui sont sensibles en général aux ondes. C'est pour cela qu'il faut respecter la durée d'exposition. Il faut aussi qu'il soit optimisé. Ça veut dire qu'il faut essayer de le réduire au minimum possible. Les techniques d'ultrasonographie sont aussi remarquables par leur très haute résolution spatiale. Elles peuvent atteindre 1/10 de millimètre avec des sondes de haute fréquence. En échographie, on a des sondes basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Aussi, leur très haute résolution temporelle, ça veut dire plusieurs dizaines voire centaines d'images par seconde, en fonction des champs et de la profondeur d'exploration, ce qu'on doit voir ultérieurement dans le diapo prochain. L'ultrasonographie apporte, lors des mêmes examens, des renseignements morphologiques. Les renseignements morphologiques, surtout pour l'échographie. Ça veut dire qu'elle permet de vous donner les structures anatomiques de ce que vous examinez. Il y a aussi un autre caractère, ça veut dire qu'elle apporte des renseignements fonctionnels, principalement en mode Doppler, ça veut dire l'étude des vaisseaux, ou bien la caractérisation de l'écoulement sanguin à l'intérieur des vaisseaux. On ajoute aussi un autre caractère qui est plus important, que l'interprétation ne peut être réalisée qu'en temps réel. Ça veut dire en temps réel, ça veut dire en même temps quand le médecin fait l'examen d'échographie, il interprète. C'est pas comme les autres modalités. Prenons par exemple un scanner. On peut faire l'examen scanographique des patients. À la fin de l'examen, le malade sort et on peut faire l'interprétation ultérieurement.
Ça veut dire on peut voir les images dans un autre écran, ou bien dans une autre console, ou bien dans des clichés, et on peut l'analyser dans un temps différé. Par contre, pour l'échographie, ce n'est pas le cas. L'interprétation se fait au cours de l'examen. Le fait de finir votre examen, automatiquement, vous aurez une idée de ce qu'il y a le patient. Donc, on a déjà fait l'interprétation. Il suffit seulement de rédiger ce que vous avez interprété sur un compte rendu. On passe à la description d'appareils d'ultrasonographie un petit peu détaillée. Dans la très grande majorité des cas, un appareil d'ultrasonographie associe le mode échographique et le mode Doppler. Il comporte un jeu de sondes, de formes et de fréquences adaptées à chaque application. Donc, le premier élément, c'est que l'échographe, il présente un ensemble de sondes. Et donc, ces sondes-là, elles sont différenciées en fonction de leur fréquence. Pratiquement, la fréquence, elle est liée à la région qu'on doit examiner. Et comme on a dit dans les diapos précédents, que la sonde, elle joue le rôle d'émetteur et de récepteur des ultrasons. Il y a aussi un écran de visualisation. Le rôle de l'écran de visualisation, ça veut dire qu'il présente les images et les paramètres d'acquisition du haut-parleur, transmettant le son en mode Doppler et un panneau de commande généralement complété, ce qu'on appelle un clavier alphanumérique. Voilà ici le clavier alphanumérique qui permet d'interagir avec votre écran. Les commandes sont généralement regroupées autour d'un dispositif de pointage, trackball le plus souvent. Voilà, l'exemple de pointage comme une souris, c'est une petite boule qui se trouve ici dans le clavier. Cette petite boule, elle joue le rôle comme un pointeur pour choisir sur l'écran tactile ce qu'on doit sélectionner. Et aussi sur l'écran d'examen. Donc, le dispositif de pointage avec le choix des différents modes de fonctionnement. Donc, on peut choisir, avant de faire un examen d'échographie, le mode échographique, le mode TM, le mode Doppler, couleur. Doppler percé, ça veut dire, avant de commencer un examen échographique, il faut choisir ce que vous allez faire. Est-ce qu'un examen morphologique ou bien un examen à caractère fonctionnel. Il y a ce qu'on appelle le réglage de gain. Il a affaire à chacun de ces modes souvent associé à un bouton de sélection. Donc le gain, donc il y a ici un ensemble de boutons qui permet de régler le gain au niveau de l'écran. Ça veut dire le gain au niveau de l'écran. Les ultrasons, après leur émission, elles interagissent avec le corps humain. Après réception, les ondes aussi sont de faible amplitude, de faible intensité. Donc, si on peut les voir, ou bien pour qu'ils puissent être traités par les différents programmes informatiques au niveau de l'échographe, il faut qu'on augmente leur intensité par ce qu'on appelle un réglage de gain. Il y a aussi une rangée de curseurs, des curseurs permettant de régler le gain
en fonction de la profondeur en mode échographique, ainsi que généralement sur un écran tactile, des menus contextuels permettant d'accéder aux réglages propres à chaque mode ou à chaque fonction. Donc voilà les grandes lignes de description d'un appareil d'ultrasonographie. Ici, on doit parler de quelques définitions. L'échographie, ça veut dire l'échographie, c'est une technique d'imagerie employant des ultrasons. Il est utilisé de manière courante en médecine humaine et vétérinaire, mais peut aussi être employé en recherche dans l'industrie. Donc, les ultrasons, c'est un moyen de diagnostic pour les êtres humains, pour les animaux, et aussi on peut l'utiliser à l'échelle industrielle pour ce qu'on appelle l'assurance qualité, ce qu'on fabrique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est à caractère humain. C'est l'application des ultrasons à visite diagnostique pour les humains, surtout pour les patients. L'échographie Doppler. On a ajouté ici le mot Doppler. Donc, l'échographie Doppler est un examen médical échographique en 2 dimensions, non invasif, qui permet d'explorer les flux sanguins intracardiaques et intravasculaires. Il est basé sur un phénomène physique des ultrasons, l'effet Doppler. Il est souvent surnommé écho-Doppler. Donc, le mot Doppler, ça permet de quoi? De caractériser, comme on a dit, les flux sanguins. Prenons l'exemple. On doit voir si un vaisseau présente un problème, par exemple, de circulation sanguine. Ça veut dire un problème de vascularisation d'une région. On doit voir est-ce que ce vaisseau-là présente un problème, exemple, un rétrécissement au niveau d'une région donnée. Et donc, pour savoir ça, il faut utiliser ce qu'on appelle l'échographie Doppler. Le principe physique pour qu'on puisse comprendre ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler qu'on doit voir ultérieurement. Concernant aussi l'utilisation des ultrasons, on doit parler de ce qu'on appelle l'ultrasonographie. C'est une technique qui a été créée par le docteur Jonathan en 1991. C'est une technique d'imagerie médicale pour mesurer ce qu'on appelle l'élasticité des tissus biologiques dans un organe. Donc, c'est une technique qu'on utilise pour la mesure d'élasticité au niveau des organes. Un exemple pratique qu'on utilise en médecine, c'est l'exemple de l'élastographie au niveau du foie. Il y a des tumeurs ou bien des nodules au niveau du foie. On doit étudier leur caractère élastique. Et surtout pour caractériser ce qu'on appelle la fibrose ou bien la cirrhose du foie. Donc, dans ce cours, on doit traiter les 3 modes, l'échographie Doppler et l'élastographie, qui sera traité dans un chapitre indépendant. Des exemples d'application des examens ultrasonores. Je vous donne ces exemples. Il y a 3 types. Pour le mode échographique, il y a 2 types. L'échographie conventionnelle et l'échographie harmonique. Voilà ici un exemple. L'appareillage. On a l'écran d'échographie. Il y a la sonde qui joue le rôle d'émission-réception des ultrasons et le patient qui est allongé qui fait un examen au niveau de l'abdomen. Prenons par exemple qu'on a fait l'examen du foie. Comme vous voyez dans cette image-là, par exemple, un malade qui présente des problèmes
de la vésicule biliaire. Le résultat, c'est quoi? C'est cette image-là, bidimensionnelle, qui permet de montrer quoi? C'est la vésicule qui contient un calcul. Donc cette vésicule-là, son contenu il est noir, ça veut dire il est liquidien. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une opacité qui représente un calcul. Et donc, notre interprétation est que ce malade-là présente un calcul de la vésicule biliaire. Prenons un autre exemple d'utilisation d'échographie, toujours au niveau de l'abdomen. Donc, on doit étudier les voies urinaires. Exemple des reins. Voilà le résultat qu'on a. Un exemple de rein. Donc, ça, cette partie-là, elle permet l'étude de ce qu'on appelle, ou bien elle permet de donner des informations à caractère morphologique. Passons maintenant à ce qu'on a dit, les informations à caractère fonctionnel. Prenons l'exemple de ici. On a un patient, on a le matériel échographique avec un écran de visualisation et un sonde d'émission. Ici, l'examen, il porte sur quoi? Sur les vaisseaux. Il y a les artères et les veines. Cet examen-là, il s'appelle écho-Doppler. Donc, il est quoi? Il est intéressé à l'imagerie des vaisseaux. Le résultat, c'est quoi? C'est une image qui permet de montrer les vaisseaux en couleur rouge et en bleu. Ça dépend des sens de l'écoulement des fluides. En plus aussi, c'est quoi? C'est sous forme de graphique qui permet de caractériser le flux sanguin à l'intérieur de ces vaisseaux. L'examen qui permet de faire tout ça, il s'appelle le Doppler. Passons maintenant à la troisième partie, l'élastographie. L'élastographie, c'est un autre appareil qui permet de caractériser ce qu'on a dit, l'élasticité d'un organe. Exemple, prenons par exemple le foie. On pose toujours notre sonde sur la paroi de l'abdomen, on regarde le foie. Donc on focalise nos ondes sur une région bien déterminée, surtout là où il y a la masse qu'on veut caractériser. Et le résultat, c'est quoi? Il est sur l'écran en couleur comme ça. Il permet de vous donner une cartographie de l'élasticité de la région cible par les ultrasons. Exemple. Donc passons à notre exemple d'application d'échographie, ce qu'on appelle l'échographie obstétricale. Obstétricale, ça veut dire qu'on utilise pour le suivi de la femme enceinte. Voilà ici des images de l'évolution du fœtus en fonction des temps. Ça veut dire que c'est un suivi de grossesse. Voilà la première image. C'est une image de 8 semaines de grossesse. Après, une image de 18 semaines de grossesse et 24 semaines de grossesse et ainsi de suite. Donc, l'échographie, c'est un meilleur moyen de l'évolution de la femme enceinte, de l'évolution du fœtus pour la femme enceinte. C'est la surveillance de la femme enceinte. Ici, une image en 2D et une image 2D pour le pied du fœtus. Ici, c'est une image de 3D pour le fœtus en sa totalité. Donc, l'échographie, comme on a dit, ça peut être utilisé pour le suivi obstétrical d'une femme donnée.
Maintenant, on doit parler de la comparaison des techniques d'imagerie par rayon X et ultrasons. Quelle est la différence entre ce que vous savez déjà en radiologie conventionnelle et en ultrasonographie? En radiologie conventionnelle, comme vous savez déjà, on a déjà vu cet appareil-là au niveau de radiologie interventionnelle, ça veut dire l'angiographie. On a la partie électronique du système. Ici, c'est quoi? C'est un récepteur qui est l'amplificateur de l'éminence. Ici, c'est un tube à rayon X. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On utilise des ondes électromagnétiques. Et voilà l'émetteur qui est le type à rayon X et un autre appareil ou bien un autre instrument qui est récepteur qui est séparé de l'émetteur et un écran de visualisation. Mais les rayons X, ils ont un caractère ou bien une caractéristique des ondes électromagnétiques. Et l'imagerie qu'on a ici, c'est une imagerie en projection ou bien en soustraction en cas de non-lieu. Par contre, en échographie, toujours il y a la partie électronique du système, un clavier et un écran. Clavier-écran. Mais l'émetteur et le récepteur, ils sont tous combinés dans un seul organe, qui est la sonde. Donc la sonde joue le rôle d'émission et réception en même temps. Les ultrasons, ça fait partie des ondes mécaniques, ou bien ce qu'on appelle les ondes de pression. Et l'image qu'on a sur l'écran, c'est une image en coupe, à la différence de l'imagerie que vous savez déjà en radiologie classique, c'est une image en projection. Donc ça veut dire projection, c'est la transformation de l'image d'un objet en 3D en image 2D. Donc 3D, on peut le voir sur un cliché en 2D. Donc c'est une projection. Donc c'est une superposition d'un ensemble de plans. Par contre, l'échographie, on ne traite pas l'organe dans sa totalité, mais on travaille coupe par coupe. Et les ultrasons, ce sont des ondes mécaniques, et les rayons X, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc, les ondes mécaniques, ou bien les ondes ultrasoniques qu'on étudie dans ce chapitre, nécessitent un milieu pour leur propagation. Elles ne peuvent pas se propager dans le vide. C'est pour cela qu'on dit ondes mécaniques. Par contre, les ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager dans un milieu matériel, soit solide, liquide, gazeux, et ainsi de suite, ou bien le vide. Ils peuvent se propager au vide. Par contre, les ultrasons ne peuvent pas se propager au vide. C'est pour cela qu'on dit qu'ils ont un caractère qui fait partie des ondes mécaniques ou bien des ondes de pression. Maintenant, on doit parler de quelques détails physiques des ondes ultrasonores qu'on doit utiliser en échographie. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce sont des généralités pour avoir une idée de ce qu'on doit faire. La première chose qu'on doit traiter, définition d'une onde. Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de la matière. Donc, une onde, c'est une petite perturbation produisant en son passage une variation réversible des propriétés physiques locales.
transportent de l'énergie sans transporter de la matière. Exemple. Jeter un caillou dans une étendue d'eau provoque une modification locale des niveaux d'eau et engendre une perturbation qui se propage. Un objet qui flotte reste toujours à la même position lors du passage de la perturbation. Il monte et descend, mais ne se déplace pas horizontalement. Ainsi, cette perturbation n'entraîne pas le courant d'eau, mais un déplacement de l'énergie capable de mettre l'objet en mouvement. Prenons par exemple un bassin d'eau. On doit poser un petit bateau, par exemple en plastique. On doit jeter une pierre au centre du bassin. On doit y avoir quoi? Des ondes de surpression et de dépression. On doit avoir une onde mécanique qui se propage à la surface de l'eau. Donc, une partie est là où il y a la surpression de l'eau et une partie est là où il y a la dépression. Et donc, c'est une onde qui se propage. Mais si votre bateau il est posé ici, dans une position bien déterminée, on voit que le bateau fait des mouvements de va-et-vient, mais toujours restant à sa place. Prenons un autre bâton plus éloigné que le premier. Il doit faire aussi des mouvements de va-et-vient sur la surface de l'eau. Et donc, pourquoi ces deux bateaux sont en mouvement? Vu que l'eau ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de transport de la matière, mais seulement transport de l'énergie d'un point vers un autre. Et cette énergie-là qui est transportée, il est dit quoi? Il est dit à l'initiation ici d'une perturbation qui se propage tout au long de la surface de notre bassin d'eau. Et donc, en résumé, une onde est la propagation d'une perturbation. La perturbation qu'on a créée, c'était ici. Produisant à son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Avant qu'on jette la pierre ici, on a la surface de l'eau, elle est plane. Après qu'on a fait cette perturbation, on a une variation locale, surtout de la pression et de la pression au niveau de n'importe quel point de cette surface d'eau. Irréversible. Elle transporte de l'énergie sans transporter de la matière. La matière, c'est que de l'eau. Toutes les molécules qui se trouvent dans un point, elles restent en ce point. Mais elles font quoi? Elles font des mouvements de va-et-vient. On passe. Les phénomènes ondulatoires recouvrent une grande variété de situations physiques très différentes. Ainsi, certaines ondes dites matérielles ont besoin d'un support matériel pour se propager. C'est le cas de l'exemple précédent. Le support matériel qu'on a dans le cas précédent, c'est quoi? C'est de l'eau. De même, l'oscillation de l'extrémité d'une corde se propagera le long de la corde. Prenons par exemple une corde. On doit prendre ces deux extrémités, on doit faire des mouvements. On doit voir que l'onde fait des ondulations. Et donc l'onde se propage à travers la corde, qui est un milieu matériel. Les signaux sonores se propagent dans l'air et non dans le vide. Par exemple, je parle. J'ai créé une petite perturbation de l'air environnant ma bouche. Et votre oreille qui est éloignée, donc, il reçoit l'onde, ça veut dire, il reçoit les informations sur ce que je dis. Et donc, comment les informations qui sont parties à partir de ma bouche sont arrivées à votre oreille? À l'aide de quoi? À l'aide d'une onde qui se propage à travers l'air qui se trouve entre ma bouche et votre oreille. Ce sont des ondes mécaniques. La perturbation mise en jeu est une grandeur mécanique.
D'autres ondes n'ont pas besoin de support matériel comme les ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'air comme dans le vide. Par exemple les rayons X. Même s'il y a le vide, ils peuvent se propager. La perturbation met en jeu le champ électromagnétique. Ça, toujours dans le cadre des ondes électromagnétiques, mais ce n'est pas l'objet de notre cours. L'affaiblissement des ondes lors de leur propagation. Lorsqu'une onde se propage, il y a dissipation de l'énergie. Si la propagation de l'onde s'accompagne de pertes causées par des frottements mécaniques ou des pertes par effet de Joule, câble électrique, il y a dissipation de l'énergie, se traduisant par une diminution de l'amplitude de la perturbation. On a créé une onde, il a une amplitude qui est plus importante dans la zone là où il y a la perturbation. Plus on s'éloigne de cette zone, plus il y a quoi? Il y a une diminution de l'amplitude de l'onde. Et donc ça veut dire qu'il y a une dissipation de l'énergie. Et voilà donc l'affaiblissement ou bien la dissipation de l'énergie, dans notre cas, des ondes ultrasonores. Par exemple, je parle, j'envoie une onde sonore, c'est pas ultrasonore. Il y a 3 personnes sont disposées devant moi. Un qui est proche, par exemple à 1 mètre, le deuxième à 50 mètres, le troisième à 100 mètres. Je parle, ou bien je crie. Le premier qui est proche de moi, il doit écouter mon cri avec une forte intensité. Le deuxième qui se trouve à 50 mètres, il doit l'entendre à une faible intensité. Par contre, celui qui se trouve à une distance de 100 mètres, 200 mètres ou bien 300 mètres, il doit l'entendre avec une très faible intensité. Donc il n'arrive pas même à distinguer ce que je dis. Et donc ce phénomène, il vient de quoi? De ce qu'on appelle la dissipation de l'énergie de l'onde. Et c'est une onde mécanique sonore. Et dans notre cas, surtout pour la médecine, on doit travailler les ondes ultrasonores. Passons maintenant à un autre volet, ce sont les ondes progressives périodiques. Introduction. Au lieu de jeter un seul petit caillou dans l'eau, on recommence à intervalles de temps réguliers appelés période T. Donc on doit faire ce qu'on appelle des excitations périodiques. Au lieu d'avoir une perturbation unique, onde circulaire, comme on a vu dans l'exemple précédent, qui se propage, on obtient des vagues successives. Une photo à un instant donné de la surface d'eau montre des cercles concentriques correspondant chacun au jet d'eau. En réalité, on réalise cette expérience avec la cuve à ondes. Un vibreur vient perturber périodiquement la surface de l'eau. Donc, pour produire une onde progressive, donc, il faut exciter votre milieu matériel d'une manière périodique. Voilà ici, au centre ici, on fait une excitation périodique dans notre milieu. Donc, il doit y avoir la propagation des ondes dans ce milieu-là. Donc, l'intervalle de temps entre deux excitations, c'est T, ou bien ce qu'on appelle la période. L'onde se propage à la vitesse C. Entre deux crêtes, soit dépression ou bien surpression, cette distance-là s'appelle la longueur d'onde. La distance parcourue par l'onde pendant le temps T est appelée longueur d'onde. Il apparaît encore comme la distance entre deux creux sur la photo que vous voyez ici. Et donc, la relation qui lie la longueur d'onde et la période, elle a cette forme-là. Longueur d'onde est égale à la célérité ou bien la vitesse de propagation de l'onde fois la période. Donc, comme vous voyez dans cette image-là, à partir d'une source ponctuelle, ici, ça veut dire en ce point blanc,
l'onde se propage de façon circulaire, comme vous voyez ici, ou bien sphérique si nous sommes dans un milieu tridimensionnel. Une source vibrante produit des sons ou des ultrasons qui se propagent au sein du milieu dans lequel il se trouve. Il s'agit d'une source ponctuelle. Il donne naissance à une onde de propagation sphérique, donc non directionnelle, ça veut dire se propage dans toutes les directions. Voilà, ici, on doit étudier un autre exemple. Prenons un exemple d'un tuyau avec un liquide. On a ici un tuyau dans lequel il y a un liquide. Prenons par exemple une seringue, très longue seringue. Ici, vous avez un piston. Ici, vous avez un manomètre qui permet de mesurer la pression dans cette canalisation. Donc, lorsqu'on fait des mouvements de va-et-vient des pistons, donc on voit que ici, avant qu'on actionne le piston, on a une pression P0. Au cours du temps, après qu'on actionne le piston, on voit que la pression augmente. Lorsqu'on retire le piston, on voit que la pression s'achète et aussi s'achète jusqu'à une valeur qui est minimale. Lorsqu'on refait ces mouvements-là d'une manière périodique, ça veut dire des allées va-et-vient, donc on doit avoir un exemple de variation de pression à l'intérieur du canal de cette forme-là. Donc, une variation périodique de dépression, surpression, dépression, surpression, ainsi de suite. Et l'intervalle entre deux surpressions ou bien deux dépressions, c'est la période d'excitation. Donc, c'est un diagramme qui permet de montrer la variation de la pression au cours du temps dans notre canal dans lequel on a fait une excitation à une extrémité donnée. Et la pression, elle est enregistrée à l'aide d'un manomètre. Physiquement, qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique au niveau de cette matière ou bien, par exemple, de ce liquide, objet de l'expérience. Voilà qu'on voyait dans cette image-là. On a les petites molécules qui sont près des pistons. On a une distribution uniforme des molécules dans le milieu. Ça veut dire avant qu'on a actionné le piston. Retour des pistons à gauche pour créer une zone de raréfaction. Lorsqu'on retire le piston, on a quoi? Une zone là où il y a une raréfaction des molécules. Mouvement des pistons vers la droite, comme vous voyez ici, vers la droite, pour produire des zones de compression. On a poussé le piston vers l'avant, on voit quoi? Que ces molécules-là, une partie juste à côté des pistons, les molécules elles sont comprimées. Voilà les petits points, l'un à côté de l'autre, ils sont en surpression. Lorsqu'on fait un mouvement d'aller va-et-vient, on voit quoi? Des zones là où il y a la surpression, ça veut dire les molécules ils sont proches l'une de l'autre, et des zones de raréfaction, là où il y a presque des molécules qui sont très dispersées, et ainsi de suite. Surpression, dépression, surpression, dépression, surpression, dépression, ainsi de suite. Et donc, cette image-là de droite, elle permet d'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'échelle moléculaire des phénomènes ou bien de l'expérience qu'on a fait à gauche. Ça veut dire la création d'une perturbation à l'intérieur d'un canal à l'aide d'un piston qui permet de faire des mouvements de va-et-vient pour avoir
une variation locale de la pression à l'intérieur de notre canal. Voilà un autre exemple. Pour mieux comprendre ça, ça veut dire le déplacement ou bien la propagation de l'onde. Une onde de pression est une déformation localisée de l'espace matériel qui se propage sans transfert de la matière. Il faut retenir, hein, c'est un élément qui est plus important. Il n'y a pas de transfert de la matière. Les ultrasons comme les sons sont des vibrations mécaniques. Variation locale de pression se propageant dans les matériaux sans transport de la matière. Il s'agit donc d'une onde. Prenons par exemple un ensemble de personnes qui sont en contact l'un de l'autre, s'accrochent par la main. Donc, par exemple, ce monsieur-là, il crée une perturbation. Donc, il bouge sa main gauche. Sa main gauche, donc automatiquement, doit bouger la main droite du deuxième. Puis, il doit bouger sa main gauche, et ainsi de suite. Et à la fin, on doit avoir la main gauche du dernier, de la dernière personne, bouge. Donc, on voit quoi? L'énergie qui a été créée de la première personne, elle a été transférée à la dernière personne de la chaîne, sans que ces personnes-là quittent leur place. Donc, il y a transfert de l'énergie sans transfert de la matière. La matière, si on fait une analogie avec un milieu liquide, qu'on a déjà dit, la matière dans le milieu liquide, ce sont les molécules d'eau. Par contre, ici, ce sont des êtres humains qui sont là à côté de l'autre. Ils ne quittent pas leur place. Mais par contre, l'information qui a été créée ici, ou bien la perturbation, elle a été transférée vers le dernier qui est éloigné du premier. Et donc, il y a quoi? Qu'est-ce que se propage? Donc, la propagation, c'est une onde qui se propage. C'est une onde mécanique. Il a été transféré. Transfère l'énergie d'un point à un autre sans transfert de la matière. Voilà un exemple qui illustre ce qu'on a déjà dit dans l'expérience précédente. Voilà le canal dans lequel il y a un liquide donné. Voilà le piston. On fait des mouvements des allées va-et-vient. On voit qu'il y a des zones là où il y a la surpression et des zones là où il y a la dépression. Donc, la dépression en rouge et la surpression en jaune et ainsi de suite. Vu qu'on a fait un mouvement de va-et-vient, donc automatiquement vous avez quoi? Une variation périodique à l'intérieur de votre canal. Donc selon le mouvement de la source, les variations de pression peuvent être uniquement positives. C'est la surpression en haut. Ou alternative, surpression, dépression. Donc surpression, dépression, surpression, dépression, ainsi de suite. Ou uniquement négative, dépression. Ça dépend de quoi? De l'excitation que vous faites à la première extrémité du canal. Donc, il est possible d'émettre des ondes comportant des composantes négatives et positives sinusoïdes oscillantes autour d'une pression nulle. Ici, c'est la pression de référence, c'est l'axe. Par exemple, pression nulle. Lorsqu'on fait les mouvements de va-et-vient, bon, on doit avoir surpression, dépression, surpression, dépression, surpression, et ainsi de suite. Donc, revenons à ce qui nous intéresse dans le monde d'échographie. On utilise quoi? On utilise les ondes ultrasonores. Donc, une onde ultrasonore, ou bien en général une onde sonore, c'est une onde de pression. Donc, il y a quoi? Il y a des zones là où il y a la surpression. Vous voyez quoi? Il y a ici une condensation du molécule. Et des zones là où il y a ce qu'on appelle la dépression. Ça veut dire une chute
de pression. Ici, une augmentation de pression. Chute de pression. Ça veut dire une dispersion des molécules. Augmentation de la pression, et ainsi de suite. Donc la pression totale égale la pression P0, c'est la pression atmosphérique, plus une pression qui dépend de la position du temps sur ou bien des pressions, pression acoustique. Donc ici c'est la pression standard avant l'excitation. Ici ce sont les variations de la pression au cours du temps autour de cette pression moyenne avant l'excitation. Onde progressive, c'est une propagation dans un milieu des perturbations d'une ou plusieurs caractéristiques physiques de ce milieu. Onde acoustique, c'est une vibration mécanique ordonnée correspondant à des variations de pression des milieux traversés. Voilà. Les caractéristiques des ondes acoustiques. La propagation de l'énergie de proche en proche grâce aux forces de liaison intermoléculaires ne se propage pas dans le vide. La première caractéristique des ondes acoustiques, que l'énergie se propage de proche en proche à cause de la cohésion moléculaire. Prenons par exemple, dans le canal, il y a un liquide. Les molécules de ce liquide-là, c'est elle qui permet de quoi? Les forces de cohésion ou bien de liaison entre les molécules, c'est elle qui permet quoi? La propagation des ondes d'un point vers l'autre. Transport de l'énergie sans transport de la matière. Déplacement moléculaire dans la direction longitudinale pour les tissus mous autour d'une position d'équilibre. Le déplacement d'une particule des milieux en fonction de sa position de départ x et du temps est donné par la relation A égale A0 sinus oméga t moins kx. Oméga c'est la pulsation en radians par seconde. A0 c'est le déplacement maximal de la particule. Donc c'est un mouvement sinusoïdal et directionnel ou bien longitudinal. Il se propage le long de la direction x. Et donc revenons à notre schéma. On voit que ici l'amplitude c'est l'amplitude de la pression. Et donc la pression elle fait un mouvement qui est sinusoïdal. Il varie en fonction de la distance et en fonction du temps. Il y a deux paramètres, temps et position. Donc, ici l'amplitude A0, c'est l'amplitude maximale de la particule. On peut changer cette équation-là. Au lieu de faire les amplitudes ici, on doit faire les pressions par exemple. Mais tout ça, ça dépend du temps et ça dépend de la position spatiale. K, c'est quoi? C'est le vecteur d'onde. Dans les applications médicales diagnostiques, les ultrasons ont une fréquence comprise entre 1 et 15 MHz. Jusqu'à 30 voire 50 MHz pour quelques applications spécialisées comme l'échographie endovasculaire. Donc il ne s'agit donc là que d'une très petite plage de fréquence dans la gamme des ultrasons qui s'étend de 20 kHz jusqu'à 200 MHz. L'oreille humaine est capable de percevoir des sons environ 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Voilà le domaine des fréquences des ondes sonores qu'on utilise. On peut les diviser en 3 ou bien 4 domaines. Donc la référence, on doit prendre ces chiffres-là en fréquence 20 Hz et 20 kHz. Donc cette fourchette-là de fréquences, ça s'appelle les sons audibles. Par exemple, les êtres humains, on entend seulement les ondes sonores dont la fréquence se trouve
dans cette fourchette-là. Au-dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Au-dessus de 20 kHz, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Les ultrasons. À partir de 20 kHz jusqu'à 200 MHz de plus, ce sont les ultrasons et les hypersons. Les hypersons, ça veut dire au-delà de 200 MHz. Ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là, c'est l'objet de notre cours, entre 20 kHz et 200 MHz. Mais en pratique, on ne doit pas prendre toute cette fourchette, mais on doit prendre seulement une petite fourchette ou bien seulement un petit domaine. C'est de 1 jusqu'à 50 MHz. N'oubliez pas, hein, le méga. C'est pas le kilo. Le kilo, ça rentre dans le domaine des ondes des sons audibles. Par contre, l'échographie, c'est dans le domaine des mégas. Ça veut dire les mégahertz. 1 Hz, c'est quoi? C'est un cycle par seconde. 1 kHz, c'est 1000 Hz. 1 MHz, c'est 10 à la puissance Hz. 1 GHz, c'est 10 à la puissance 9 Hz. La fréquence, c'est quoi? Quelle est la relation entre la fréquence et la période? C'est l'inverse de la période. Donc la fréquence est égale à 1 CRT. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, la partie qui nous intéresse, c'est cette zone-là, des ondes ultrasonores. C'est elle qu'on doit étudier dans le domaine de l'imagerie par ultrasonographie. Voilà des exemples, ou bien une échelle de fréquence des ultrasons qu'on utilise d'une manière générale dans les différents domaines. Prenons par exemple l'acoustique sous-marine qui est utilisée par les bateaux. L'utilisation des ultrasons de puissance, le contrôle non destructif des matériaux, ça toujours dans le domaine maritime, dans le domaine industriel, les ultrasons laser, toujours industriel, mais la partie qui nous intéresse, c'est l'acoustique médicale. Donc on doit travailler seulement dans cette fourchette-là de 1 MHz jusqu'à 50 MHz. Donc ce qu'il faut retenir, que les ultrasons sont utilisés dans plein de domaines. Et parmi ce domaine-là, c'est le domaine médical qui nous intéresse. Et donc il faut travailler seulement les sondes, il faut qu'elles émettent des ondes ultrasonores avec une fréquence bien déterminée. Les types d'ondes et modes de propagation. Dans les tissus biologiques mous qui contiennent beaucoup d'eau, l'énergie ultrasonore se propage essentiellement au moyen d'ondes longitudinales. Il faut retenir, hein, le mot longitudinal. Ce sont des vibrations parallèles à la direction de propagation. Alors que les tissus solides moins riches en eau, comme l'os, transmettent surtout des ondes transversales, vibrations perpendiculaires à la direction de propagation. L'échographie étant fondée sur la propagation et la réflexion des ondes ultrasonores dans les tissus mous de l'organisme. Nous nous intéressons dans la suite uniquement des ondes longitudinales. Les ondes ultrasonores longitudinales sont produites par l'alternance de dilatation et de compression successive des particules dans un milieu matériel, comme ce qu'on a déjà vu dans les diapos précédents. Dans la direction de propagation, les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui nécessitent un milieu matériel pour se propager. Contrairement aux ondes électromagnétiques, lumière, rayons X et ainsi de suite, capables de se déplacer dans le vide. Par conséquent, les propriétés mécaniques des milieux propageant les ultrasons vont conditionner les caractéristiques physiques de l'onde, proprement dite. L'onde ultrasonore est caractérisée par la vitesse de propagation, ou bien ce qu'on appelle la célérité, et par la longueur d'onde. Donc,
c'est toujours la même chose qu'on a déjà. On a déjà expliqué ça, c'est seulement vous donne ça pour que vous puissiez bien comprendre. Donc vous avez quoi? Longitudinal, c'est une onde longitudinale. Donc c'est un déplacement le long de l'axe. Prenons par exemple un ressort. On doit faire des compressions et des dilatations de ce ressort-là. On doit avoir seulement des variations le long de l'axe. Ce sont des ondes longitudinales. Donc la variation de la pression, ça se fait le long de l'axe de propagation bien suivant un axe bien déterminé de propagation des ondes. Voilà, onde longitudinale dans un tuyau. Donc vous avez seulement des variations de pression le long de l'axe. Compression, dépression, compression, dépression, compression, dépression, ainsi de suite. Par contre, les ondes transversales, si on prend par exemple le cas d'une corde, on voit que il y a une variation suivant l'axe qui est perpendiculaire à l'axe de propagation. Donc vous avez une variation transversale suivant cet axe-là, du haut en bas. Par contre, l'onde longitudinale, ça se fait seulement dans une direction bien déterminée, de gauche à droite. Dans le cas d'une corde, ça se fait dans l'axe Z, qui est vertical. Les ondes de surface, par exemple les vagues, c'est la même chose. Donc la propagation des ondes dépend de la géométrie des milieux. Une source étendue et plane peut par contre générer une onde directionnelle. Donc le mode de propagation dépend du milieu. Dans une conduite au sein d'un milieu homogène, l'onde peut se propager de façon longitudinale. Ce mode de propagation qui concerne les ondes ultrasonores est utilisé en échographie. Le long des lignes, cela donne naissance à des ondes transversales, comme sur une corde de guitare. Le long d'une interface, il peut s'agir d'une onde de surface, comme les vagues à la surface de la mer. Ces différentes modalités de propagation peuvent se rencontrer dans le corps humain, mais ce sont essentiellement les ondes longitudinales qui sont exploitées pour la construction d'images. Donc ce qu'il faut retenir ici dans le domaine d'échographie, c'est ce type d'onde qui nous intéresse. C'est la propagation des ondes longitudinales. C'est elle qu'on doit capter par la sonde après l'émission et les analyser pour voir l'image sur l'écran. Par contre, ces deux types-là ne sont pas intéressants dans le cadre de l'imagerie échographique. Donc, on se base sur l'onde longitudinale. Donc, retenir l'onde longitudinale qui sont exploitées pour la construction d'images. Voilà, pour mieux comprendre ce qu'on appelle la polarisation. Voilà, l'onde longitudinale, vous avez seulement des variations de pression le long de l'axe. L'onde transversale perpendiculaire à l'axe de propagation. Donc c'est la même chose que ce qu'on a dit pour le ressort. Si vous faites un mouvement, ou bien lorsque vous tirez un ressort, vous avez quoi? Des ondes de compression, dépression et ainsi de suite. Compression, dépression. C'est la même chose pour la corde. Vous voyez seulement vous avez des mouvements perpendiculaires à l'axe de propagation. Dimension de l'onde. On a les ondes monodimensionnelles, les ondes bidimensionnelles et les ondes tridimensionnelles. Par exemple, celles qu'on voit pour l'émission de radar ou bien téléphonique. Donc, il y a différents modes de propagation, soit directionnel, bidimensionnel. Par exemple, lorsqu'on jette un calcul, lorsqu'on jette une pierre dans un bassin, on a quoi? Une propagation dans toute la surface de l'eau. C'est bidimensionnel. Donc je pense qu'on doit arrêter ici jusqu'à une autre prochaine séance. On a parlé en gros de quelques généralités, surtout sur ces ondes, pour qu'on puisse l'utiliser
pour les parties qui doivent venir après. Donc cette partie qu'on a utilisée jusqu'à maintenant sur les ondes, elle est essentielle pour bien comprendre ce qu'on doit voir ou bien comprendre les bases physiques d'échographie. Et donc je vous remercie pour une autre séance.